Bon, d'abord, merci beaucoup à vous quatre, parce que c'est une très belle séance, extrêmement excitante. Alain a dit, je ne sais plus s'il l'a dit comme tel, mais en tout cas il l'a décrit comme tel, que la question des techniques de soi que nous nous posons, elle vaut au travail et dans l'espace quotidien. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être traitée précisément en dehors de cette quotidienneté de l'espace quotidien, mais nous, Arsène Industrialis, nous la posons comme telle, et ça a été employé à plusieurs reprises, nous parlons de prolétarisation, de déprolétarisation. Je dirais même que je crois qu'on peut poser que notre programme, on l'a dit comme ça il y a 3 mois, ici même, c'était d'engager une réflexion et un processus, et de proposer une lutte pour la déprolétarisation. De ces mots-là. Alors, cette question, qui n'est pas une définition de la technique de soi comme hors travail, parce qu'au contraire, nous définissons la technique de soi comme du travail, justement. Question dont je profite pour dire qu'il y a une assemblée générale tout à l'heure d'Ars Industrialis, qui aura lieu dans le forum, enfin en bas, dans le bar, pour les membres d'Ars Industrialis, et on reviendra sur ce sujet, y compris sur le travail des membres d'Ars Industrialis, les adhérents, puisqu'on demande à nos adhérents du travail. Sinon, si tu as envie, bien entendu, ce n'est pas une obligation. Cette question-là, elle est absolument centrale dans notre réflexion. Et Alain a terminé son intervention tout à l'heure sur une question de technique de soi à l'école, y compris doctrinale, doctrine philosophique, pas forcément philosophique d'ailleurs, parce qu'il y a de la doctrine ailleurs que dans le monde philosophique. Et c'est une question très très importante, y compris au niveau de ce que Robin appelait l'institution tout à l'heure, qui est, en parlant d'ailleurs de l'école au sens courant du terme, sachant qu'en outre, l'école c'est le scoléion, c'est-à-dire ça vient de la scolaire, qui est précisément le fruit d'une technique de soi. En tout cas, ce qui est précisément, c'est un sujet de débat. C'est un sujet de débat qui a été ouvert en particulier fortement, l'a signalé souvent par Hadot et Foucault, et l'accord entre eux n'est pas du tout évident, mais nous nous inscrivons effectivement nous-mêmes directement dans ce chantier-là. Et alors à cet égard, je vais dire quelques trucs. Je vais essayer d'aller très, très vite. Premièrement, le corpus sur lequel on s'appuie en règle générale sur cette question, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Alain tout à l'heure, je crois, pour l'essentiel, pas seulement, mais principalement, c'est le corpus stoïcien et épicurien. Et c'est un corpus qui relève d'une certaine époque de la pensée antique. C'est une époque sur laquelle Foucault insiste d'ailleurs, une époque de crise et de retrait, une époque impériale, à l'intérieur de laquelle il y a un doute sur le politique et sur le collectif. Ce qui ressemble étrangement d'ailleurs à notre situation actuelle. Il faut savoir que cette crise-là a été anticipée, bien avant les stoïciens et les épicuriens, par quelque chose que Vernon a magnifiquement décrit dans La cuisine du sacrifice, à savoir la crise sectaire des orphiques et des dionysiaques. Puisqu'il y avait des sectes qui développaient des techniques de soi. Orphiques, ce sont les premiers d'ailleurs les orphiques à revendiquer l'ascésis en tant que telle, à la mettre au cœur de la technique de soi, et qui s'opposaient à la cité, et qui disaient, les dionysiaques s'ensauvageaient pour se débarrasser d'une cité qui allait très mal. N'oublions jamais que Socrate écrit à l'époque de Sophocle, et que Sophocle écrit à l'époque des massacres internes à la cité. Donc c'est une cité qui est non seulement au bord de la guerre civile, mais dans la guerre civile, et qui est en crise économique en plus. C'est la réalité du contexte général de la question. Alors, là, il y a un type qui arrive, qui s'appelle Socrate, et derrière Socrate, l'autre qui s'appelle Platon, et il y a un texte non stoïcien, non épicurien, qui fait référence pour Foucault, que j'ai beaucoup cité moi-même, c'est Alcibiade de Platon. Un des premiers dialogues, parfois on dit le premier dialogue de Platon. Et dans ce premier dialogue de Platon, il y a précisément la question de technique de soi ou connaissance de soi. Et là, on est entre les deux choses. Personnellement, si j'ose dire, je dis que cette question, il n'y a pas de choix entre technique de soi et connaissance de soi, à partir de la philosophie. Je dis bien à partir de la philosophie parce que je pense que ces questions doivent être toujours situées dans une histoire des techniques de soi. Il y a des questions qui n'ont tout simplement aucun sens. À mon avis, avant les Grecs, ce type de question, technique de soi, connaissance de soi, n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Parce que la connaissance en tant que telle que les Grecs l'ont fondée, en tout cas, ça n'existe pas.
l'épistémé au sens où ça passe d'ailleurs par un état de la grammatisation. Mais en revanche, il va y avoir, c'est ce que Foucault montre, et là je me mets derrière lui, qu'il va y avoir un choix pour ceux qui vont appeler ça la métaphysique, hein, l'effondrement métaphysique de la philosophie, hein, le fait que la philosophie va se stériliser finalement pratiquement à sa naissance. Enfin, stériliser, c'est vite dit, mais disons en tout cas s'empêtrer dans le tapis, si je puis dire, c'est qu'elle va choisir la connaissance. Et elle va, pourquoi? Moi j'ai une thèse là-dessus évidemment, qui est de dire qu'elle choisit de condamner la technique. Puisqu'en fait, ce qui est en jeu derrière ça, c'est le rapport à la technique. C'est pas simplement la technique de soi. C'est le rapport aux hypomnématas, d'abord, à la technique de l'écriture, donc au pharmacone, mais plus généralement à toutes les techniques et à la polymatie des sophistes. Le fait que les sophistes se définissent essentiellement comme des techniciens qui maîtrisent absolument toutes les techniques. Socrate ou Platon répondant, mais toutes les techniques, c'est de la folie pure, c'est forcément l'hubris, et donc il faut fonder une espèce de méta-technique de soi. Moi je crois que Socrate était un praticien des techniques de soi, et que Platon a voulu purifier, c'est le révisionnisme platonicien qui à un moment donné dit on va enlever un certain nombre de trucs de la photo pour en faire la pure pratique de la connaissance de l'âme, sans corps, sans technique et même sans langage. Parce que le logos, à un moment donné, c'est pas le langage, et ça passe pas par le langage. Il faut purifier le langage pour accéder au logos. Alors, tout ça c'est extrêmement compliqué évidemment. Et par rapport à cela, je pense qu'il faut aller doucement et étudier pas à pas toute cette histoire avec une extrême prudence. Pourquoi? Robin a parlé tout à l'heure de la consistance, des consistances. Les consistances, moi je soutiens que chez Platon ça s'appelle les idées, ou l'idéa. C'est-à-dire les objets qui n'existaient pas, ce qu'on appelle en philosophie, les objets en mathématiques d'abord, dans chaque géomètre ça se développe, les objets idéaux. J'essaye moi de faire évidemment un lien entre objet idéal de Thalès et idéal du moi de Freud, c'est-à-dire l'idéalisation dans la psychanalyse, autrement dit le désir. Et par rapport à cela, outre que je m'appuie sur Husserl pour soutenir que, Husserl et beaucoup d'autres dont Derrida bien sûr, que la géométrisation, l'idéalisation géométrique suppose une technique qui est évidemment d'abord une technique de soi. Hein, c'est ce que dit Husserl. Husserl dit il faut que Thalès. Et pourquoi Thalès est-il, enfin il ne dit pas Thalès, le protogéomètre, pourquoi est-il obligé de pratiquer l'écriture, mais avec une rigueur qui est une thérapeutique? C'est parce que il est fini, il a une mémoire finie, il est défaillant, il est en défaut, et la technique va venir l'augmenter, effectivement, pour rendre possible un dépassement de sa finitude rétentionnelle. Mais en même temps, Husserl c'est un platonicien. Je dis ça alors un peu vite, mais Husserl il s'enracine dans la tradition de Platon. Et donc, il est tout à fait du côté de l'anamnésis contre l'hypognésis. Et c'est toute la difficulté. Alors, nous posons ici que la technique de soi, c'est d'abord de la pharmacologie. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est d'abord de la pharmacologie, sachant que je préciserai qu'il y a des techniques de soi qui font de la pharmacologie sans le savoir, comme on fait de la prose sans le savoir, parce que pratiquer une technique de soi, c'est pratiquer un pharmacone empoisonnant pour le renverser en une cure. Si on est obligé de prendre soin de soi, c'est parce qu'on est intrinsèquement et originellement toxique. On est mauvais, on est méchant, on a plein de défauts, on a un ego pas possible, on est comme ci, on est comme ça, on est narcissique. C'est tout ce que décrit Freud, hein, de la construction de l'appareil psychique. Et il faut faire avec ça, pour renverser le narcissisme en réflexivité, le poison en remède, etc., etc. Après se pose le problème que pose Alain, qu'a posé Alain en terminant son intervention, à savoir technique de soi et doctrinat. Il faudrait creuser précisément ce que veut dire doctrinat, d'ailleurs dans le cas d'espèce. En quoi la doctrina peut être un dogme, enfin, peut conduire à une dogmatique. La doctrina, il l'a dit clairement dit, c'est d'abord un corps de savoir, un corps d'acquis. Moi je dis c'est les résultats d'un processus de transindividuation et ça relève de ce que Simon appelle du transindividuel. C'est-à-dire que on va se reconnaître entre membres du praticien d'une technique de soi comme partageant un fond technique dans lequel il peut y avoir des concepts, y compris des idéalisations. Là, l'idéalisation peut aller du côté de ce qui n'existe pas. Et la question, c'est comment ce corps partagé va vivre et s'individuer, c'est-à-dire anamnésiquement continuer à se développer et non pas se scléroser. Et ça renvoie au problème que posait tout à l'heure Marc Waller, c'est-à-dire
la métastabilité, enfin moi j'ai noté comme ça, la question de l'équilibre et du déséquilibre, l'expérience et l'habitude, etc., etc. Et ça, c'est la question de ce qu'ici, nous appelons le processus de transindividuation. Alors si j'en parle là maintenant, je vais m'arrêter très vite, c'est parce que, Alain l'a aussi dit en commençant très clairement, nous nous posons cette question dans un contexte contemporain. Nous nous intéressons aux textes antiques, pas seulement grecs d'ailleurs ou juifs, c'est-à-dire occidentaux, mais aussi, c'est un début de ce que disait Julien à l'instant, on veut aller vers, on a cité Lin Yang d'ailleurs tout à l'heure, on veut aller vers l'Asie, on veut aller vers l'Afrique, parce que tout ça, toutes ces civilisations sont des modèles de techniques de soins et de systèmes de soins. Nous n'opposons pas le nous et le je. Pour nous, le soi, ça veut dire le soi, non pas au sens où on a dit, c'est pas l'ego ou le moi, mais c'est la réflexivité. Et c'est toujours déjà du collectif. Nous nous inscrivons dans la pensée simondonienne qui pose que l'individuation psychique n'est possible que comme individuation collective. Mais, à l'intérieur de cela, nous essayons de poser ici, Ars Industrialis, ce qui n'est pas une question simondonienne en tant que telle, la question de la transindividuation. Et j'y insiste, pourquoi? Parce que c'est une question, je crois que c'est la question pharmacologique d'aujourd'hui. La transindividuation, c'est ce qui peut produire aussi bien de la stabilisation stérilisante que de la déstabilisation expérientielle. Et pourquoi? Parce que la métastabilisation, la transindividuation, c'est ce qui rend possible, à partir d'une individuation psychique, ce que j'appelle, moi, des attracteurs qui vont faire qu'à un moment donné, quelque chose va converger et va faire groupe. Ce groupe, à un moment donné, il va d'ailleurs devenir sectaire, chiant, n'écoutant plus les autres, s'écoutant que lui-même, il va avoir une tendance à se replier sur lui-même. Et ça, c'est dangereux. Ça fait ce que j'appelle des boutiques. Mais ce genre de truc, c'est la règle de la transindividuation. Et c'est la règle, autrement dit, il faut faire avec, il faut le savoir, il ne faut pas du tout y voir une saloperie, ça ne peut pas produire autre chose. Parce que, tout comme le langage, l'idiome idiomatique tente à produire du bavardage qui répète toujours la même chose et qui ne dit plus rien, autrement dit qui est anti-langagier, au sens où tout à l'heure nous l'a présenté Robin, et bien de la même manière, la transindividuation peut produire du transindividuel qui, au lieu d'être spirituel, comme le dit Simondon, devient l'habitude au sens que pointait Julien sur le site des techniques de soi. Alors ça, c'est notre sujet, et nous pensons que ce sujet-là, enfin c'est notre sujet, c'est pas notre seul sujet, mais c'est un sujet à l'intérieur duquel nous nous inscrivons, il est très très urgent parce que actuellement se développent des technologies de transindividuation. Les réseaux sociaux, ce sont des technologies de transindividuation, et ce sont des technologies de transindividuation qui vont favoriser systématiquement ce qui, dans la transindividuation, conduit au grégarisme. Les techniques de soi sont évidemment productrices de grégalité, c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont condamnées par les Grecs. Je parle des sectes antipolitiques dont je parlais tout à l'heure. Le polyteion, c'est un skoléion, c'est-à-dire la polythéia, je veux dire, c'est un skoléion, c'est-à-dire c'est un espace d'individuation collective où chacun s'individue tout en devant s'individuer au bénéfice du groupe. Et évidemment, c'est impossible. Il y a un impossible à l'intérieur de ce programme-là, et néanmoins, c'est précisément à cet impossible qu'il faut travailler en se donnant des consistances qui n'existent pas, puisque si c'est impossible, ça renvoie à des choses qui n'existent pas, mais l'essentiel, c'est qu'elles consistent. À partir de là, il y a une question d'économie politique qui se pose pour nous. J'aurais eu 1000 choses à dire, je m'arrête parce que je ne veux pas abuser et puis empêcher de parler tout le monde, mais il y a une question de politique qui se pose à nous dans ce contexte-là, qui est l'industrialisation dont a parlé Marc Waller. Nous sommes dans une époque où il existe de l'industrie pharmaceutique. C'est tout à fait nouveau dans l'histoire de la médecine. Et ça a des conséquences colossales sur les attitudes thérapeutiques. Par rapport à cela, ce que j'appelle l'industrie pharmaceutique, c'est aussi l'industrie culturelle, sont pour moi des industries pharmaceutiques. Par rapport à cela, il y a une nouvelle question du soin, et je dirais du care, vous comprenez pourquoi je le dis comme ça, qui se pose. Il y a un débat politique actuellement qui a été lancé par Martine Aubry. Nous ne sommes pas là pour faire un commentaire de la politique du discours du Parti Socialiste, mais il se trouve que du coup ça circule dans la société et nous nous en réjouissons beaucoup. Mais en même temps, nous pensons que ces questions-là sont des questions d'économie politique. Ça pose à partir de là, évidemment, la question posée à laquelle je répondrai pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est la question de l'école au sens cette fois-ci de l'école philosophique. Moi je soutiens qu'il n'est pas possible de pratiquer des techniques de soi quand on les pratique sur un mode réflexif qui passe par la théorisation, sans passer par un corps
non pas de doctrine ou de dogme, mais un corps théorique. Le corps théorique, c'est un corps d'idéalité. Ce corps d'idéalité, il a une tendance absolument immédiate à se dogmatiser, parce que, et c'est ce qui arrive à Platon d'ailleurs, à mon avis, et à toutes les philosophies, hein, de toute façon. Les grands philosophes disent toujours, de toute manière, c'est ce que dit Kant, je vais me dogmatiser, ou je le suis déjà sans doute, je ne m'en rends pas compte, donc merci à ceux qui sauront le montrer à la postérité. Mais en même temps, ces techniques de soi-là sont des techniques de soi qui reposent sur la critique. C'est-à-dire sur un discernement qui convoque comme une espèce de méta-technique de soi le principe de contradiction, le tiers exclu, enfin un certain nombre de trucs qu'on appelle la logique, en fait, ce qui va être l'objet d'Aristote. Et je crois que pour nous, c'est une question énorme, évidemment, qui s'ouvre, une question philosophique énorme, que nous essayons de traiter comme une question de pharmacologie, comme l'a rappelé plusieurs fois Marc, parce que nous posons que ça s'est construit, ce corps de théorématique des techniques de soi, s'est construit chez Platon en opposition à la technique et aux techniques de soi, c'est-à-dire qu'il a choisi le gnotis théoton au lieu de l'épimélestai et tout. Et ça a marqué toute l'histoire quasiment de la philosophie, Derrida inclus selon moi, c'est-à-dire à un moment donné une méfiance, et Deleuze inclus, Foucault inclus, une certaine défiance vis-à-vis de la technique. Foucault c'est plus compliqué, mais en même temps, je l'ai souvent dit, Foucault ne dit rien de la pharmacologie médicale, et c'est quand même un super problème, alors que son maître Canguilhem en parle tout le temps. Et donc, il y a une espèce comme ça d'exclusion, et je pense que c'est ça le sujet, et c'est un sujet, voilà où je vais revenir et je m'arrête là-dessus, d'économie politique. C'est d'ailleurs ce que disait Marc en parlant de sociothérapie tout à l'heure, on ne peut plus traiter le problème simplement au sein de Marmottan ou au sein de l'Ars Industrialis, d'un point de vue philosophique, etc. On doit en faire un objet de lutte politique. J'avais une question à poser, en fait. Dans les différentes prises de parole, il y a un mot qui revient, c'est le mot mesure, le mot mesure. Et chez Benveniste, la racine med contient en fait le médecin, le soignant, l'échange. Donc en fait, dans une racine indo-européenne, on a un peu la question, disons, à l'origine de la question de du soin dans une perspective de Politeia dont vient de parler Bernard. Et donc la question, en fait, c'est est-ce que aujourd'hui le partage entre le soin et la connaissance, comment les articuler institutionnellement, comment en fait programmer en fait la déprogrammation qui est à l'origine des industries, disons culturelles, mais aussi des industries, pharmaceutiques. En fait, en ces termes-là, en fait, on peut réengager, disons, un questionnement de philosophie politique qui, d'une certaine manière, nous fait déplacer le champ traditionnel de l'économie politique de l'héritage de la première modernité, qui est grosso modo le problème entre la liberté telle que liberté, autonomie, hétéronomie, et en fait envisager dans cette individuation collective qui est en fait liée à Ars Industrialis, un nouveau mode de questionnement. Et donc je voudrais savoir en fait comment, par exemple dans le théâtre, on peut articuler la pitié ou la colère avec le soin, puisqu'aujourd'hui c'est pas disons, il y a effectivement comme vous l'avez dit, un recul des arts vivants par rapport aux autres arts. Et voilà la question que je vais poser, la deuxième question. Et la troisième question sur la prise de l'addiction, c'est-à-dire évidemment les addictions sans substance. La semaine dernière, juste avant le mondial, il y a eu l'autorisation évidemment du pari en ligne. Et ce pari en ligne, évidemment, va produire une somme d'addictions autour, disons, d'un comportement dont la préfiguration avait été envisagée par Dostoïevski dans Le Joueur. Marc est un grand commentateur de Dostoïevski. On avait une première question, c'est ça, une deuxième, une troisième. Vous avez la première. Dès que j'ai compris qu'il y en avait une qui s'adressait à vous, j'ai oublié la première. Le soin et la connaissance est une même mesure.
C'est-à-dire qu'en fait, autrement dit, si tu veux, si je prends Comte-Sponville par exemple, je prendrai deux exemples. Comte-Sponville aujourd'hui, il surfe, c'est un mot que j'aime pas non plus, mais je l'ai utilisé, sur la vague évidemment d'avoir, disons, des gens qui vont t'aider à te repérer dans l'existence. Grosso modo, ça me rappelle aussi, j'ai une amie qui est professeure de philosophie qui me dit qu'il y a deux types de profs de philo. Il y a ceux qui commencent la classe de terminale par Platon, donc la connaissance, et ceux qui commencent par la philosophie hellénistique, c'est-à-dire en fait le carpe diem. Et donc c'est deux attitudes radicalement différentes. Et la question pour toi, c'est comment articuler les deux. Je sais que c'est pas facile. Et là, c'est vraiment une question pour moi. Non, je prendrais un détour malhonnête. La question qui rend tout ça très compliqué, c'est précisément l'existence des industries. C'est-à-dire que c'est pas simplement l'industrialisation s'empare également de cette espèce de connaissance, y compris d'ailleurs la connaissance objective, hein, et puis de tout ce qui peut être orienté du côté des subjectivités et des singularités. Et je crois que la difficulté et l'intérêt pour un projet comme le nôtre, ce qui d'ailleurs d'une certaine manière nous évite de finir par ressembler à quelque chose qui serait un groupe de Ploum Ploum Tralala ou une secte, hein, c'est que on sait bien que il y a d'un côté des choses que nous pouvons faire dans le cadre s'industrialise, dans le cadre de réalisation locale, dans le cadre de travail avec des régions, des villes, etc. Mais de l'autre côté, il faut développer ce qu'on a pu appeler à d'autres moments une politique industrielle de l'esprit. Hein. Donc je crois que je prends une fuite par rapport à ta question qui est trop philosophique pour moi, mais du point de vue de l'activité de l'association, c'est là que je vois le principal morceau et vraiment la grosse différence avec des approches comme celle de Foucault ou comme celle de Hadot. Bon, si je prends par exemple pour Hadot, il a une réponse à ta question. Hein. Clairement, il y a une réponse à la question. Il pense qu'il est possible de subsumer la connaissance et puis des technologies de soi qui sont dans la tradition occidentale et qui peuvent être maîtrisées par des gens qui auraient décidé de s'exercer à la philosophie et qui peuvent aller très très loin dans une indépendance, je dirais, presque totale par rapport au contexte. Hein. Autant il dit pas de possibilité de faire la révolution, de transformer les choses si vous ne faites pas ces exercices, si vous n'avez pas ces techniques de soi, mais c'est pas symétrique. Hein. On peut le faire et puis le cours des choses va aller un petit peu comme ça. Bon. Et chez Foucault, il y a évidemment toutes sortes de développements chez Foucault, par exemple du point de vue de l'épistémé, et tu as une coupure tout de même entre le corps des technologies de domination, le corpus, enfin, le domaine des technologies de domination, le domaine des technologies du langage et de la connaissance que tu peux en avoir, et puis le domaine des techniques de soi qui découvre plutôt à la fin. Hein, ce qui fait là, vraiment la grosse différence avec ce que Bernard a écrit et ce que nous on pratique. Donc voilà un petit peu comment je vois la possibilité de rabouter les choses. Pour autant que j'ai compris un quart ou la moitié de ta question. Vous avez le temps de préparer la vôtre. Rappelez-moi la seconde. L'idée, c'était le théâtre, en fait. Oui. Le théâtre, la catharsis, la pitié, en fait. Oui. Le théâtre, il est justement dans la période hellénistique extrêmement actif. Il faut rappeler quand même que Platon, l'idée du mensonge et du pseudo, c'était quelque chose qu'il refusait en soi. Peut-être ne le comprenait-il pas. En fait, l'histoire du théâtre, c'est la mise en songe du monde. En fiction, en songe, et dans cette idée que c'est pour, évidemment, porter soin au spectateur, à l'auditoire, pour l'augmenter, comme je le disais tout à l'heure. Donc Platon n'avait pas forcément, comme il voulait la pureté et la vérité, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas absolument la vérité est donc vraisemblable, mais pas vrai, etc. Or, on sait aussi parallèlement que la grande richesse du théâtre grec, c'est la catharsis, en effet, c'est la capacité de lutter contre les bas instincts de l'homme, contre cet instinct qui devient, par le besoin, qui le pousse, ce qu'on nommait plus tard, cette pulsion,
Cette pulsion qui divise l'individu, qui demande un assouvissement, qui demande une agressivité qui n'est pas connue de lui, qui ne passe pas à son cerveau, et qui le divise, le détruit, le consume. Il la consomme, il se consume dans la pulsion, il ne sait pas comment, il va recommencer, il reste instinctif, animal, existant, donc capable de faire le mal, utilisant tous les outils dont on a parlé et d'autres pour détruire, parce qu'il n'a pas compris la consistance, c'est-à-dire ce qui le fait tenir dans, en fait quoi, ce qu'elle s'appelle plus tard, cette sublimation, cette possibilité de s'élever. Autant la pulsion pousse vers le bas, elle divise, elle asphyxie au plan respiratoire, elle prend, elle absorbe, elle s'asphyxie, autant la capacité d'agir dans la poésie, dans la création, c'est un acte théâtral qui est une création, augmente, élève, fait sublimer, fait se grandir, croître, s'augmente, à auctoritas, tout ce que j'ai évoqué. Et voilà. Donc pour moi, c'est indissociable la question du théâtre de la question de la vie. Et c'est vrai aussi que depuis un siècle, les sophistes, les nouveaux sophistes, ont compris que cette langue-là est une langue asphyxiante quand elle est utilisée très bien pour orienter l'autre vers un mensonge qui va être celui de notre siècle de la consommation, hein, du consumérisme. Il vaut mieux évidemment que tout le monde consume, se consume, consomme, répète cela le lendemain, ne sachant pas où il en est, s'abîme. On retrouve derrière tout ça aussi Bernard de Mandeville qui a été cité ici, où bien entendu il vaut mieux un monde déréglé qu'un monde réglé, un monde policé. Il vaut mieux un monde où les gens sont particularisés, sont un morceau d'un tout qui est le méchant, le voleur, le policier, le médecin, le thérapeute, qu'un monde où il n'y aurait que des gens singuliers qui s'élèveraient, qui sublimeraient, qui seraient capables de créer, de se faire du bien, de faire du bien. Commercialement, ça ne marche pas, ça. Et nous savons bien que politiquement aujourd'hui, nous sommes gouvernés, par ailleurs par des gens qui ne sont pas forcément en situation d'être auteurs de leurs propres actes. Quand un homme d'État qui nous gouverne peut courir sous le soleil à 40 degrés alors qu'on sait qu'on ne doit pas courir déshydraté, mais aussi on a la responsabilité de l'État et beaucoup de choses qu'on peut rajouter, là il y a un problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément être auteur de ses actes et on veut être auteur des actes des autres, en tout cas gouverner les actes des autres. Donc se gouverner soi-même, on l'a dit tout à l'heure, c'est ça, être auteur. Donc le théâtre, il nous sert à nous faire montrer des représentations symboliques du monde et nous réunir. Donc premier geste, rapport symbolique, ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure, ça nous réunit. Ensuite, ça nous réunit pour nous faire du bien. Ça nous réunit pour mieux comprendre le monde. Ça nous réunit pour faire dans ce lieu-là quelque chose qui ne se fait pas dans la vie, c'est-à-dire la transgression et la destruction du surmoi. C'est-à-dire qu'on peut tuer le Père, on peut tuer, on peut dialoguer avec les dieux, on peut les ramener à la hauteur de l'homme, on peut faire descendre Dieu à l'espace particulier alors qu'il est singulier et qu'il consiste. Mais si l'on apprend au théâtre que Dieu consiste, donc n'existe pas, on ne peut pas le représenter, il n'est pas comparable, pas évaluable, et donc mon Dieu n'est pas meilleur que le tien, je peux les faire mettre ensemble, je peux mettre deux dieux sur la scène, et ça c'est amusant, ça les particularise, ça les désingularise, on en fait des clous tristes ou des clous heureux, et puis au fond on apprend, on en sort avec quelque chose. Simplement, ces hommes-là aujourd'hui dans notre société qui comparent leurs dieux en 2010, qui se battent, qui s'entretuent, des histoires qui ont quand même plus de 2500 ans dans leur compréhension, qu'on a tout à fait tout le monde très bien analysé et qu'on continue à ne pas regarder en face, c'est-à-dire comme dans une fictionnalité possible, dans cette création, cette recréation du monde pour se faire comprendre, ça pose toute la question du théâtre aujourd'hui, puisque tous ces pharmacas-là ont été utilisés pour asphyxier. Voilà. Les industries culturelles viennent de comprendre qu'en utilisant la libido, la pulsion, on consommait davantage tout ce que l'on développe ici, généralement sur la société de consommation. Tout Hollywood, on le sait ce que ça a été, toute télévision. Maintenant, il ne faut pas abandonner ces pharmacas-là et ces endroits qui peuvent devenir des lieux, évidemment, de soins plutôt que de poison. Et là, ça devient politique. Qui gouverne les médias, qui gouverne la télévision, quel programme, c'est pas l'objet en soi, vous savez bien que c'est pas l'objet, c'est ce qu'on y fait, c'est le programme qui est proposé, l'industrie de programme qui est... Donc en effet, il s'agit d'une industrie désormais de l'esprit de la sublimation. Il s'agit ici de cette néopolitique qui se met en place autour de Bernard et de toute l'association,
à condition en effet qu'on comprenne bien. C'est peut-être ma part d'intervention aujourd'hui. Cette question d'éducation populaire que j'ai nommée tout à l'heure, qui existe vraiment depuis très longtemps, qui a été abandonnée parce que considérée comme socio-cul, etc., y compris politiquement par des gens qui peuvent souhaiter l'émancipation plutôt que l'aliénation. Ce ne sont pas dans le cadre de Mandeville de gens qui sont contents que ça aille mal. Je suis à peu près sûr qu'aujourd'hui, nos sophistes et nos gouvernants sont plutôt satisfaits que ça aille dans ce sens-là, parce que remonter l'économie, ça ne peut se faire que dans ce cadre d'un monde déréglé qui rapporte bien plus que s'il était réglé. Mais l'éducation populaire qui consiste à ce que chacun soit auteur de ses actes, c'est un travail d'industrie, comme Jules Ferry l'a fait pour l'école, énorme, qui peut se reprendre aujourd'hui à tout moment, avec nous, avec tous. Faire en sorte qu'on ne puisse pas accepter que les enseignants aient cette formation-ci qui leur est proposée aujourd'hui. Si ça n'est pas le cas, trouvons encore une fois des endroits, des lieux, rassemblons-nous et recréons. Recréons. Et je le crois vraiment par l'exercice. Par l'exercice. Par le travail concret. Oui, je crois qu'il faut que l'éducation artistique à l'école soit menée d'une manière, d'une vraie industrie politique au sein de l'école. Oui, il faut assumer cette responsabilité. Or, nous ne sommes pas assez rejoints dans ce domaine. Il y a toujours des groupuscules de gens qui luttent en disant qu'il faut que les enfants fassent du théâtre à l'école. Ce qu'on a remplacé aujourd'hui par la pratique artistique à l'école, c'est l'histoire des arts. C'est-à-dire qu'on a, d'une manière très détournée, on nous a entendus, les groupes dont nous, c'est-à-dire des groupes dont je peux faire partie par ailleurs, de pression pour que l'éducation artistique à l'école, c'est-à-dire cet apprentissage des outils, des pharmacas, pour que le monde aille mieux, etc., depuis l'école, et que les enfants s'emparent de leur propre expression, de leur singularité, prennent en charge leur langue, leur parole à voix haute dans l'école, à condition que l'enseignant puisse lui-même en être lui-même le premier ressourcé de ces techniques. Eh bien, on n'est jamais rejoint suffisamment. Or, c'est un endroit, je pense, qu'il faut absolument prendre en compte, puisqu'on est en train de dire que les outils des arts servent à la santé publique. Bon, ben, il y a un moment, il faut que... Alors, au théâtre, c'est ce qui se passe dans certains lieux, et le théâtre est utilisé aussi, de manière sophistique, pour endormir, cosmétiser et disons, grammatiser. Voilà. On peut avoir des spectateurs qui sont prolétarisés au sens où on l'entend, c'est-à-dire qui ont perdu tout savoir. Ils ne savent plus ce qu'ils regardent, mais ils applaudissent. On confond audience et perception personnelle. S'il y a 1 million de spectateurs qui ont vu tel truc, c'est que c'est bien. Voilà, donc je ne crois pas de le dire, etc. Là, le principe du manque de culture du spectateur, donc de l'amateur, puisqu'il y a à peine un siècle, l'amateur jouait, l'électricien et le plombier se retrouvaient avec le pharmacien, avec le trombone dans le kiosque, et jouaient un morceau de musique, jouaient une pièce de théâtre, avaient un club de poésie et chansons, enfin, et le Conseil national de la résistance a fondé tout un mouvement de l'après-guerre, au moment du plus jamais ça, hein, où on a dit l'humanité, plus jamais des inhumains, on va dire, hein, il ne faut de place que d'humains qui ne soient pas inhumains. On avait trop vu la barbarie et on a décidé de mettre en place tous ces réseaux d'éducation populaire qui sont majeurs. Et je crois que le mot aujourd'hui, c'est la contribution populaire. Et cette contribution populaire, elle passe bien sûr par la non-mainmise des industries culturelles sur Internet, ça j'en suis sûr, parce que cet aspect réticulaire dont on parle ici, c'est fondamental, c'est un moyen fantastique de pouvoir se retrouver, se parler en 5 minutes, faire passer une information, une intention, etc. Mais en même temps, ça doit pousser plus loin par les pratiques qu'il faut nécessairement mettre en place, de réelles pratiques qui sont celles-là, pour le mortel, par l'exercice vraiment de ces techniques de soi, donc quand j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, puis une multitude d'autres, enfin vraiment la réelle pratique. Or, comme on considère qu'on a le reste, on ne va pas les pratiquer. C'est fatigant de se lever le matin et mettre ses jambes dans une certaine position et d'expirer. C'est fatigant. Mais si on le fait, je vous assure que ça change les choses. Et c'est inconcevable que les acteurs ne le fassent pas, que les enseignants ne puissent pas parler, soit les premiers compteurs, comme je disais. Enfin, si on ne commence pas par ça, alors que c'est la démocratie étant en leurs mains, ils ont 30 enfants devant eux tous les jours. Alors peut-être qu'il y a un maillon de la chaîne qu'on n'a pas, mais ceux qui sont là maintenant à former, je pense que c'est là qu'il faut intervenir, mais tout de suite maintenant. Et il y a toujours les moyens de le faire. Si ce n'est pas l'institution de programme qui le fait, c'est le monde associatif, c'est la conscience que nous allons avoir de nous mettre en mouvement. Et je pense que c'est ce qui se passe ici, et avec toutes les ramifications que nous avons,
nous pouvons peut-être remporter une toute petite victoire, mais ça va passer par l'individu, par la singularité. Là où il est, toi qui es là, président d'association ou amateur ou professionnel, sur un territoire quel qu'il soit, rural, dans ton quartier, où tu es, réunis autour de toi et mettons-nous au travail. Et je suis sûr que ça se passe. J'ai le sentiment que ça doit se faire. C'est ce qui s'appelle l'éducation populaire, qui devient une contribution, parce que chacun y apporte quelque chose. Au moment de l'éducation populaire, il y avait une telle absence qu'il fallait apporter à celui qui ne sait pas. Or, le moindre aujourd'hui qui ne sait pas est capable de contributions très importantes. Voilà. C'est-à-dire que dans le don, il faut toujours considérer comme égal celui qui reçoit. C'est ce que nous n'avons pas fait dans la colonisation, c'est ce que nous n'avons pas fait dans le cadre de l'éducation populaire de temps en temps. On a considéré celui qui ne sait pas, auquel on apporte, c'était le cas pour André Malraux, pour cette idée d'apporter la culture à ceux qui n'en ont pas. Mais il y a des tas de gens qui semblent ne pas avoir de culture, mais qui ont à nous apprendre, ô mon Dieu combien. Et cette reconnaissance-là, c'est ça qui sera par la contribution. D'autant plus que nos peuples se sont brassés bien plus dans ces 50 dernières années qu'ils ne l'étaient. Donc les rapports ethniques apportent un monde symbolique extrêmement riche à développer, à découvrir, à entretenir, à trans-individuer les uns avec les autres. Et donc là, il y a quelque chose de très important. Et je crois que ça doit passer par la poésie, par la création. Depuis l'enfance, au moins jusqu'à l'université pour la formation, en commençant par la formation des formateurs. Donc ça veut dire qu'il y a des chantiers simples à mettre en place. Chaque département, chaque région trouve un lieu, un endroit désaffecté, une abbaye, un lieu pour dormir, pour manger. Et là, il faut 20-30 enseignants, éducateurs, animateurs, professionnels, amateurs. Et on fait ce qui s'appelait les stages de réalisation, qui ont créé Avignon, qui ont créé les plus grands mouvements que nous avons en France au plan de la dramaturgie. Hein. C'est 45, c'est né de ça. Les CNA, etc. Vous voyez le principe de mélanger les enseignants avec les artistes et de créer des groupes de création. Et on sait que la démocratie peut en être influée parce qu'ils auront devant eux, ces gens-là, des enfants, dès la rentrée qui suit. Tout ça dans la retraite, tout ça dans l'osium, qui est un travail, qui est bien sûr un loisir, mais c'est aussi un gros boulot, un vrai travail. Juste un mot, on vient de me dire qu'il nous reste un quart d'heure, finalement, parce qu'il faut refaire la salle, donc je suis désolé. Mais on continuera. Pardonnez-moi, oui. Je précise, parce qu'on va rendre la salle dans un quart d'heure. Là, je voulais le préciser pour vous intégrer à la chose. Et puis, mais on pourra se retrouver au forum, au bar après. Pardonnez-moi. Ce que vous dites. Je crois que Marc. Je ne sais pas si vous avez une réponse sur les jeux, sur la loi sur les jeux en ligne. Juste une remarque. Dostoïevski, on a travaillé dessus depuis longtemps, j'en parlais dans mon mémoire en 80, on a repris la chose longtemps comme exemple à la fois de conduite ordalique et d'addiction. Mais le jeu comme problème de santé publique est quelque chose de beaucoup plus récent en France qui date de l'industrialisation et de la massification de l'offre de jeux qui a commencé en 1987 avec l'introduction des machines à sous dans les casinos, c'est-à-dire du jeu massivement proposé à un public de plus en plus nombreux et populaire. J'en ai parlé en 1997 dans le jeu pathologique. Bernard Stiegler l'a évoqué, il me semble, dans un article bref du Monde au moment de la sortie du Rapido en 1999. Le projet de loi est un projet de régulation, donc ça a été une occasion, ça va être, j'espère encore une occasion, de discussion très sérieuse sur la place du jeu dans la société, sur les limites à imposer aux industriels dans leur manière de proposer une offre de jeu. C'est comme ça que la loi a été présentée comme une loi de régulation. J'ai deux regrets dans les discussions qui ont eu lieu. Le premier, c'est la manière dont ça s'est passé à l'Assemblée, dans un clivage gauche-droite, un peu curieux, où d'un côté tout le monde était pour, de l'autre tout le monde était contre. C'est curieux d'être pour ou contre le jeu qui existe depuis la nuit des temps. On a eu à cette occasion l'impression que les gens de gauche étaient contre le jeu, qu'il fallait interdire le jeu, et que les gens de droite étaient pour, qu'il fallait légaliser au maximum.
Ce qui est assez curieux quand il y a addiction, parce que si on parle de cannabis, on va se voir que c'est quasiment le contraire. C'est plutôt des gens de gauche qui vont dire mais il faudrait dépénaliser, et des gens de droite qui disent mais il faut interdire de manière absolue, etc. Donc les joueurs sont devenus des addicts de droite, tandis que les toxicos restent des addicts de gauche. Je trouve que c'est un peu dommage. Le deuxième regret, c'est l'absence dans les discussions des autorités sanitaires. C'est-à-dire que les attendus du projet de loi, c'est lutter contre l'addiction et protéger les mineurs. On est devant un problème de santé publique. Mais réussir à faire comprendre ça au ministère de la Santé a été à peu près impossible. C'est-à-dire que je me suis entendu dire au cabinet du ministre de la Santé, vous nous parlez d'un problème de société, vous ne nous parlez pas d'un problème de santé publique. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur du problème, c'est que on est dans des champs tellement clivés que les autorités les plus hautes ont du mal à comprendre qu'il y a un lien entre les deux choses et qu'il faut soigner la société pour soigner les individus. Alors, j'ai répondu évidemment, oui, c'est un problème de société comme l'hypertension artérielle, comme le tabagisme, comme l'alcoolisme, comme le cancer, comme l'obésité, comme toutes les maladies imaginables, mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir été réellement entendu, probablement parce que le ministère de la Santé est clivé entre le ministère de la Santé, de la jeunesse et des sports. Et que la jeunesse, il ne faut pas mélanger la jeunesse et les sports avec la maladie. Oui. Alors, merci infiniment pour vos interventions qui m'ont passionnée cet après-midi, ainsi que celle de Bernard. Je voulais juste faire une remarque. Robin, vous avez parlé des instituteurs, ceux qui instituent, vous avez essayé de faire une différence que j'ai trouvée fondamentale entre ces instituteurs et les enseignants, et vous avez fait le parallèle avec les enseignes et le marketing. Pourtant, quand il s'est agi de parler de votre école, vous avez reparlé des enseignants. Alors voilà, je voudrais simplement faire un point, c'est-à-dire quel vocabulaire on choisit pour parler. Marc, vous avez parlé des praticiens. C'est un vocabulaire qui me convient mieux que les thérapeutes. Et vous disiez que la thérapie était plutôt du côté de l'art plutôt que de la science. Or, je pense qu'en effet, dans toute relation, quand elle est artistique, la relation, elle devient thérapeutique. Mais il n'y a pas d'un côté une étiquette thérapeute et de l'autre côté une étiquette quelqu'un qu'il faudrait soigner. Et je voudrais que dans le cadre de l'atelier qu'on prépare, enfin, qu'on réfléchisse aussi à comment, après tout, Marcel Jousse, il avait recréé tout un vocabulaire pour essayer de mettre en mouvement des gens. Bon, peut-être qu'il faut recréer le vocabulaire parce que là, on retombe aussi dans ce que dénonçait un peu Bernard, c'est-à-dire la réinstitutionnalisation de ce qu'on dénonce, et on retombe dans exactement les travers de ce qu'on dénonce. Donc je voudrais, parce que j'ai été tellement passionnée que c'est un point qui me paraît vraiment essentiel. Brièvement, j'ai été très conscient des mots que j'employais tout à l'heure. Quand je dis instituteur, c'est parce que c'est le cadre de la petite enfance, toute petite enfance. Après, les gens s'appellent enseignants ou professeurs, et rien ne me convient parce que ça, c'est les particulariser. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de les singulariser en tant que thérapeute, c'est le même esprit, pédagogue qui accompagne, etc. Celui qui prend soin. Donc, il y a en effet à rétablir la pensée qui précède, avant ces termes-là. Là, remonter au grammatistes, c'est peut-être un petit peu loin, parce que aussi il engramme celui-là, c'est-à-dire qu'il apprend les mots, il apprend les lettres, c'est pas tout à fait ça. Mais celui qui est individu, celui qui singularise, celui qui... Qu'est-ce qu'on va inventer comme terme? En tout cas, ça ne sera pas le nôtre, il faudra qu'on colle aussi, vous le regrettez moi aussi, aux termes qui sont... Et je voulais dire que je ne m'adresse pas que aux pédagogues de la petite enfance. Voilà. Moi, j'ai bien compris. Et c'est vrai que nous sommes tous concernés par ces techniques de soi pour nous-mêmes et pour les autres. Il reste 7 minutes encore. On a le temps. 7 minutes, s'il y a des questions. Franck, t'as pas encore une question comme ça? Sinon, on descend tranquillement au forum et on se met en assemblée. Il y en a une là-haut. Oui, oui.
Super. C'était une question sur les mots, puisque j'ai eu mon premier cours de phonétique ce soir, ou de linguistique. On a parlé de gouvernement. Dans la bataille du langage, il y a un nouveau mot qui est apparu, c'est celui de gouvernance. Je voulais vous demander si vous vouliez bien vous livrer au même exercice de phonétique, d'essayer de définir ce mot-là qui, pour moi, pour l'instant, est vide de sens. Voilà. Bernard fera mieux que nous, mais le substantif est différent. C'est-à-dire la gouvernance, c'est l'ensemble de du concept de ceux qui gouvernent, tout simplement. Je dirais que c'est un mot qui sent très mauvais. C'est-à-dire que c'est un mot qui sent vraiment l'atelier plein de cambouis du logiciel linguistique qui l'a produit, comme on invente Safran pour les voitures, ou voilà. Bon. Il y a la terminaison en anse qui fait quelque chose, c'est un parfum, c'est des fleurs, et puis il y a des mugues quand même, compte tenu de la réalité actuelle des gouvernements, donc c'est le pur produit du marketing, c'est un vocabulaire, un pur produit de marketing comme mot. Quant au mot pour le pédagogue, c'est peut-être le maître tout simplement qu'il faut retrouver. Bon, je vais dire quelque chose. Merci. Une question très naïve. On a parlé de corpus. Alors, lorsqu'il y a des questions de corpus, alors via Foucault, il y a des questions des stoïciens, des épicuriens. Lorsqu'on parle d'élargissement, on évoque l'Orient. Alors, la question c'est pourquoi il n'est pas fait mention de la tradition chrétienne en matière de technique de soi. Est-ce que c'est parce que Foucault n'en parle pas, puis on le fait plus tard encore, ou est-ce qu'il y a une question, ou plutôt est-ce que ça repose sur un raisonnement de fond? Non, mais on va en parler mieux. Mais c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans le cadre religieux, tout simplement. Et rentrant dans le cadre religieux pharmacologique, c'est qu'il faudra parler de l'intoxication religieuse, sans doute. Donc, dans les techniques de soi qui peuvent émanciper, la chrétienté a été sans doute très riche. En revanche, les églises ont plutôt été obscurantistes et aliénantes. Pour prendre un exemple... Oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour prendre un exemple concret, si on prend la lecture comme technique de soi, la liaison entre lecture et méditation, enfin lecture et réflexion, lecture et méditation, c'est Saint-Augustin. L'organisation ensuite du plan, c'est Hugues de Saint-Victor. Donc dans la bibliothèque dont parlait Julien Gauthier, il y aura ce genre de référence. Comme il y aura le traité sur l'écoute de Plutarque ou Épictète. J'ajoute juste qu'au contraire, Foucault en parle, parce que c'est pour lui même un enjeu problématique, c'est la manière dont les techniques de soi antiques ont été récupérées, mais selon lui, transformées en profondeur par le christianisme. Foucault en parle et on en a nous-mêmes parlé ici même. Et donc pendant une fois, moi j'essaie de montrer qu'il en parle tout en essayant de ne pas en parler. Et que c'est très compliqué, et qu'en particulier il oublie les protestants, qu'il chante totalement. Il évacue complètement la question de l'enseignement et de l'école comme combat spirituel, etc., etc. En tout cas dans les grands textes que j'ai pu lire, parce que je n'ai pas tout lu Foucault. Mais enfin, nous sommes tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est fondamental. Je voulais juste dire encore un mot sur la gouvernance, puis on va quand même changer d'arrêter. Redire que nous allons publier un vocabulaire, donc ça plaira à Michele, ça vous plaira aussi peut-être, j'espère, et dans lequel, qui est écrit par Victor Petit en collaboration avec Ars Industrialis. Mais ce vocabulaire, il va ensuite devenir un instrument de travail pour essayer de produire de la transindividuation avec les adhérents de l'Ars Industrialis et tous ceux qui, même pas les adhérents d'ailleurs, tous ceux qui viennent sur notre site, parce qu'on met en place un dispositif de participation, c'est Julien Gauthier qui coordonne et pilote tout cela. Dans le vocabulaire, on parle de la question de la gouvernance, il me semble, je crois que Victor en parle. Bon, le mot gouvernance, il a été importé pour entrepreneurialiser les gouvernements.
C'est-à-dire en disant la gouvernance, c'était le corporate en fait, hein, c'était la direction des entreprises, il faut prendre les modèles d'efficacité, la culture du résultat, direction des entreprises, il faut arrêter de nous emmerder avec le droit, il faut passer au contrat, etc. etc. Donc c'est tout, il y a une histoire très précise qui est faite de ça d'ailleurs par de très nombreux chercheurs, donc il y a un énorme corpus sur ce sujet. On en a d'ailleurs parlé ici avec Mazzarotta, on en a parlé à plusieurs reprises. Je voulais vous dire que par ailleurs, nous allons bien entendu continuer nos activités. Julien a parlé de l'atelier technique de soi. Il va y avoir probablement un ou deux ateliers qui vont démarrer aussi dans les mois qui viennent sur d'autres thèmes. On va essayer, c'est pas facile parce que tout ça c'est beaucoup de travail, mais on va essayer de plus développer les ateliers, notamment dans le domaine de l'économie, avec Arnaud Delépine et Franck Cormeret qui est ici, et peut-être aussi sur les technologies rationnelles, on en parle beaucoup avec Christian Forêt. Donc ces choses-là enfin tout ça va évoluer. Nous aurons des séances à la rentrée, on n'a pas encore ni le calendrier exact, parce qu'on n'a pas encore pu définir avec le théâtre de la colline les dates précises, ni les thèmes dans l'ordre, parce que ça suppose avoir des dates pour ensuite trouver des intervenants, etc. Mais en tout cas, nous avons programmé 3 séances pour la rentrée, on verra dans quel ordre elles se présentent, il y en aura plus que ça l'année prochaine, il y en aura au moins 5, sinon 6, je parle de séances publiques, de stipulaires au théâtre de la colline, qui sont ouvertes absolument à tout le monde. Les techniques de soi, les ateliers sont réservés aux adhérents. Et alors moi je plaide pour ça, on va se prendre un atelier en assemblée générale, parce qu'il faut s'engager dans les choses, et les touristes, nous n'en voulons pas. Nous avons beaucoup les touristes, mais ça ne suffit pas à travailler. On ne peut pas faire du théâtre en touriste, par exemple. On ne peut pas faire du RC industrialiste en touriste non plus. Cela étant, les thèmes qu'on va aborder, grosso modo, hein, on reviendra sur la question de l'éducation, puisqu'on avait fait une journée de travail déjà, c'était pas un atelier, mais c'était une journée de travail avec Julien et scolaire.fr, et donc il y a Guillaume qui est ici, je ne sais pas s'il est ici aujourd'hui, mais qui anime le scolaire. Nous allons travailler également sur... alors, on n'a pas encore défini, mais exactement le titre, moi je proposais tout à l'heure soins et relations, parce qu'on veut parler des technologies relationnelles, et on voudrait revenir sur la question du care, la philosophie du care et du soin. Donc, je pense que c'est un sujet politique évidemment de tout premier plan. Et puis un troisième sujet qui m'est sorti de la tête pour la rentrée, qu'est-ce que c'est? Je m'en souviens plus tout à coup. Sorti de toutes les têtes. Non, il y en a un troisième. Bon. Ah si. Enfin, on va revenir sur les questions d'économie de la contribution, on va revenir à la discussion avec des choses qu'on a abordées ici avec Patrick Vivray, un certain nombre, Frédéric Lordon. Bon, mais je sais qu'il y a, c'est plus précis que ça, mais ma mémoire flanche. Voilà. Je voulais remercier le Théâtre de la Colline de son accueil, de sa toujours très généreuse hospitalité, et débarrasser le plancher vite fait pour lui faire aménager la salle. Mais nous allons au Forum au Bistrot, qui est au Merci beaucoup.